Choix 98.1 Radio X. Michel Morin. Salut Michel. Bonjour. Le propane. C'est une crise. Ça fait pas la une des journaux ce matin, mais pourtant, c'en est une. On est tombé comme dans un faux confort. Jonathan Julien, vendredi, qui nous a dit on en a encore pour une semaine. C'est comme si on avait baissé la garde un peu, mais il faut se rappeler que c'est une crise et plusieurs animaux pourraient mourir. Des animaux vont mourir, a dit M. Groslot hier. C'est sérieux, c'est un cri de détresse, c'est la panique qui s'installe. Et je dirais que d'une manière générale, la crise est en train de s'étendre dans l'ensemble du pays. C'est vrai en Alberta, où on va éprouver des difficultés à expédier le grain, le soya, le canola. C'est vrai en Ontario. C'est vrai l'industrie minière actuellement. Crie. Écoutez, il y a 10% du réseau du CN qui est encore opérationnel. Et le CN procède actuellement à des mises à pied. On parle d'ici la réouverture du Parlement en décembre d'une perte d'un impact sur l'économie canadienne de l'ordre de 3 milliards de dollars. C'est pas rien. Mais non. Donc, à ce moment-ci, il y a évidemment la question d'une loi spéciale et j'ai bien hâte, moi, de voir où va loger le Bloc québécois. Ben oui! Où va loger le NPD? Où va loger les partis syndicalistes comme les Verts? Comment vont-ils se situer par rapport à la possibilité d'une loi spéciale? Et est-ce que les libéraux vont mettre de l'avant une loi spéciale? On en est là, Dominique. Le Bloc est contre la loi spéciale, Michel, tu le sais. Mais c'est très particulier parce que l'UPA fait partie du bon modèle québécois. L'UPA est pour la loi spéciale, mais le Bloc continue de dire que ça prend une solution négociée. Ils sont complètement des vapes. Ils dorment au gaz. Ben, écoutez, on va récolter ce qu'on a élu et les agriculteurs sont en première ligne à ce moment-ci. On parle là d'une perte juste pour le grain, le séchage du grain. On parle d'une perte de 350 millions de dollars qui va rester dans les champs. C'est pas rien. Alors donc, à ce moment-ci, ça a relancé évidemment toute la question de l'approvisionnement en carburant sale provenant de l'Ouest ou de Sarnia. On a vu le premier ministre de l'Alberta, M. Kenney, qui a dit, écoutez, c'est par les pipelines qu'on pourrait approvisionner d'une manière sécuritaire le propane au Québec. Moi, j'ai beaucoup de doutes à ce niveau-là, figurez-vous, parce qu'un pipeline, ça prend, il y a des coûts d'exploitation et évidemment, le marché québécois, c'est de l'ordre, quand ça fonctionne, de 6 millions de litres par jour. C'est pas non plus juste dans l'Est américain, il n'y en a pas de pipeline pour le propane. Donc, il y a des pipelines, on en a un par exemple dans l'Est de Montréal pour approvisionner en kérosène les avions soit à Dorval, soit à Toronto. On a un pipeline qui fait 850 kilomètres jusqu'à Toronto pour approvisionner en kérosène l'industrie de l'aviation. Mais est-ce qu'on pourrait le faire pour le propane? J'en doute fort que ce serait une opération rentable, surtout que le propane au Québec est utilisé. Quand vous vous promenez en campagne, là, vous voyez très bien, par exemple, les poulaillers. Hein? Il y a toujours un gros réservoir de propane, pas très loin, blanc, là, qui alimente en chaleur les poulaillers. Et je pense pas, il y a des gens qui ont parlé, par exemple, pour le grain, de séchoir électrique. Je regrette, mais ça prend des entrées industrielles avec 600 volts et c'est pas certain que le coût soit compétitif pour s'équiper de façon électrique. Donc,
bloquer les tarifs à l'inflation au cours des 5 prochaines années. Oui. Ils n'ont pas l'air partis là, pour rendre l'électricité très compétitive, n'est-ce pas? Mais Michel, qu'est-ce que devrait être l'après? Tu sais, ça prend un après. Là. Il y aura. Je pense que c'est toute notre philosophie relativement, comment dirais-je, à l'énergie. Il y a combien d'articles qui sont écrits là chaque année au Québec contre des projets énergétiques? Il y en a combien? Tout le monde est contre les projets énergétiques, quels qu'ils soient. Alors, évidemment, là, on a une crise qui nous met sous le nez des problèmes, de véritables problèmes pour ces agriculteurs, pour ces éleveurs qui ont travaillé dur, qui ont trimé dur au cours des derniers mois, puis qui risquent de se retrouver avec des pertes considérables, aussi bien au niveau de leurs céréales que de leurs élevages. On en est là et aujourd'hui, on va donner un exemple. Sylvain Gaudreau qui se présente comme candidat à la chefferie du Parti québécois. On est un anti-pétrole acharné, ça. Anti-pétrole, anti-gazoduc, même si ça passe dans sa région, même si sa région pourrait profiter là de retombées économiques importantes, soit au niveau du gazoduc, de l'usine de transformation pour le gaz naturel ou de transport, eh bien, Monsieur Gaudreau va jouer son va-tout sur l'environnement et sur l'opposition au projet énergétique. Comme Québec solidaire. L'énergie, on est dans un pays nordique. On en a plus besoin que n'importe qui. Et là, évidemment, toute cette crise, n'est-ce pas, nous met en face d'un problème réel que vivent nos agriculteurs. Exact. La position la plus stupide n'est-elle pas celle du Bloc? La question la plus stupide du Bloc? La position la plus stupide, est-ce que c'est pas justement la position du Bloc où, en fin de semaine, le chef du Bloc a tweeté que finalement, c'était pas si pire que ça. Là, il a retweeté qu'il fallait faire place à la négociation, qu'il faut prendre notre temps, s'entendre, on est contre la loi spéciale. Je dis, c'est à n'y rien comprendre, alors que l'UPA, traditionnellement, très proche du Bloc et très proche du PQ. L'UPA et le Bloc n'ont pas d'affaires, ils n'ont pas l'air à s'entendre bien, là. Écoutez, moi, je trouve, actuellement, il faut bien considérer une loi spéciale, là, c'est pas de gaieté de cœur. Et jusqu'à quel point, là, le CN a fait ses devoirs. On dit, par exemple, qu'il y a des wagons remplis de propane dans l'ouest de Montréal, dans les cours de triage. Mais j'ai pas vu encore de photos, j'ai pas vu encore de vidéos. On a 1800 ingénieurs de train qui sont possiblement en mesure de sortir ces wagons-là. Alors, il y a toute une zone d'ombre qui m'est difficile actuellement d'évaluer. Moi, je dis que le pipeline, c'est pas une option. Est-ce qu'il reste... Écoutez, on parle d'un train là, de 7 millions de litres. Écoutez, la consommation ordinaire à ce moment-ci est au moins de 6 millions de litres. On aurait pour une journée, 2 peut-être avec le rationnement à 2,5 millions de litres par jour pour les hôpitaux et les CHLD. Bon, peut-être, mais il y a vraiment une crise qui couvre, là, et évidemment, l'entreprise peut tirer parti de ça dans la mesure où elle met de la pression sur le gouvernement pour obtenir une loi spéciale. Mais quand les animaux vont mourir, comme le prévoit l'UPA, quand les récoltes vont rester dans le champ, comme ça semble être le cas actuellement, et puis c'est pas d'aujourd'hui, là, au cours des dernières années, là, on a toujours un printemps tardif, puis un hiver hâtif. Alors, il va falloir aussi qu'on se réveille à ce niveau-là. Cette crise-là a-t-elle été alimentée ou en tout cas provoquée? J'en sais rien. C'est quand même depuis 10 ans, on n'a jamais eu un conflit de cette nature-là. Mais là, à ce moment-ci, je pense que tout le monde va devoir rendre des comptes. Et si le Bloc a choisi, si le NPD, j'imagine que le NPD va avoir exactement la même position, et les Verts également, et les libéraux, qui sont aussi près des syndicats, comment vont-ils se comporter face à cette crise-là? On a bien encore des manifestations ce matin
à Montréal. Alors, je ne sais pas comment toute cette histoire-là va tourner. Ton ancienne boîte, Michel, est complètement capotée. Radio-Canada. C'est quand même assez particulier. Tu as travaillé avec Joël Lebigot, je pense, hein, Michel? Joël qui était à la radio, tu étais à la télé, mais quand même, tu l'as côtoyé. Oui, absolument. Ils en ont dit une sucrée en fin de semaine. Évidemment, dans leur tête, eux autres, ça se réchauffe et puis finir au Québec. C'est épouvantable. Ça chauffe, ça bouillonne. Notre sang est quasiment à veille de bouillir d'un veine. Là, il faut militer en faveur du droit, le droit au froid. C'est ça qui va nous sauver, Michel. J'ai un extrait à te faire entendre. On l'écoute actuellement. Il faut lier la question des changements climatiques à la question des droits humains. Nous avons un droit de vivre comme individu, comme droit culture. au froid. Et c'est comment on appelle ça, le truc qui refroidit la planète, nous. Oui. Et puis si on vous refroidit plus, vous allez avoir des sacrés problèmes. Oui. Donc le droit au froid, c'est aussi le droit de tous les humains. Notre droit à ce que le froid soit protégé. Oui. Donc, up yours à tous ceux qui ont besoin de propane. Le vrai droit, c'est le droit au froid. Michel. Écoutez, moi, je vous ai déjà dit, je ne suis pas un expert climatique, mais j'ai lu une dizaine de livres, sinon une quinzaine de livres sur le climat. Et moi, ce que je sais, c'est que le CO2, qui est au centre de toute cette histoire, ne précède jamais le réchauffement, mais lui succède. Alors, on présume que le CO2 va augmenter, est responsable de l'augmentation parce qu'il y a eu une corrélation. Mais il y a d'autres phénomènes au niveau des cycles climatiques qui sont peut-être, et le soleil et tout, qui a peut-être beaucoup plus d'importance. Même s'il y a une corrélation, ça ne veut pas dire que le CO2 provoque le réchauffement, même s'il y a réchauffement. Écoutez, depuis 400 000 ans, là, on a relevé des données dans les glaces et partout. Les géologues ont relevé, et puis ça prouve que le CO2 arrive toujours après le réchauffement. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On peut imaginer toutes sortes de théories. Les économistes, là, qui sont capables de prévoir avec beaucoup plus de justesse les phénomènes économiques, se sont tous trompés pour prévoir la grande récession que nous avons vécue il y a 10 ans. À peu près tous, sauf quelques exceptions. Imaginez le climat. Imaginez le climat, qui est beaucoup plus incertain, qui est beaucoup plus inconnu dans toutes ses variables que l'économie. Alors, écoutez, ça, c'est la propagande des médias. C'est pas juste Radio-Canada. C'est, regardez le Guardian qui fait une croisade en Angleterre. Tous les journalistes ont eu l'ordre de se commettre sur les changements climatiques et la responsabilisation de l'homme. Les CO2, c'est 0,4% des gaz dans l'atmosphère. Et ce qui est imputable aux émissions humaines, anthropiques comme on dit, ben c'est moins de 10%. Alors 10% de 0,04%, c'est ça qui aurait changé le climat. Voyons donc. Est-ce que tu revendiques ton droit au froid pour finir, Michel? Après les droits de l'homme, non, les droits de l'enfant, le droit au froid. Ça a été prouvé historiquement. Historiquement, le froid, la chaleur fait plus de victimes. Beaucoup moins de morts que le froid. Historiquement, regardez qu'est-ce qui est arrivé il y a 1000 ans avec les Vikings. Ils ont pris de l'expansion à travers toute la planète, ou enfin le Moyen-Orient, l'Italie, etc., parce que le climat s'était refroidi à un niveau encore plus chaud qu'aujourd'hui. La chaleur, c'est ce qui nous anime. C'est faux de prétendre que le froid, c'est ce qui nous anime. Vive la chaleur! Cause plus de morts historiquement que la chaleur. Michel, tu es salué. Passe une belle semaine. Merci, au revoir. Merci, au revoir.